Et bien voilà la surprise, nous sommes aujourd'hui accueillis chez Richard Lehmann. Merci Richard de nous recevoir ici chez toi. Nous avons dû un peu bousculer les meubles parce qu'il fallait de la place. Merci du temps aussi que tu accordes à cette interview. Il y a tout un parcours de vie, toute une histoire académique, administrative, mais aujourd'hui nous voulons nous arrêter sur Richard, l'homme, le Richard, qui a une vie avant la théologie, avant l'administration, savoir de ton enfance, savoir comment les choses ont commencé pour que tu sois aujourd'hui l'homme que tu es. Richard, d'où viens-tu? La famille adventiste depuis le début ou l'adventisme est rentré plus tard? Alors, je suis né dans les Vosges parce que la guerre est survenue au moment de ma naissance et tous les habitants de Strasbourg ont été évacués de Strasbourg, ont dû quitter la ville à cause de l'avancée allemande. Mais je suis donc alsacien parce que c'est là que j'ai grandi. Et j'ai grandi dans une famille qui pratiquait un peu sa religion sans trop y attacher d'importance. Et même moi, j'aimais beaucoup l'église catholique que je fréquentais. Mon frère a fait sa communion solennelle dans l'église catholique. Moi, j'y ai été aussi baptisé. J'ai fait ma première communion. Nous avions un couvent de capucins près de chez nous. Et je le fréquentais assez régulièrement. Et ma maman étant malade, elle a un jour... elle a cherché dans d'autres religions des réponses à ces questions parce qu'elle ne trouvait pas la guérison. Et un jour, elle s'est mise à genoux dans son salon, elle a demandé à Dieu de la secourir. Et après, elle a fait son ménage, allumé la radio. Et le temps que les lampes chauffent, est arrivé le son. Et le son, c'était La Voix de l'Espérance, boîte postale 403, Paris 13e. Elle venait juste de louper l'émission, mais elle a pu récupérer l'adresse. L'adresse, voilà. Alors, elle a écrit à l'adresse, une assistante pastorale est venue et lui a donné des études bibliques. Elle est devenue adventiste. Et tu l'as suivie tout de suite? Ah non, moi je n'étais pas d'accord. J'avais mon catéchisme et puis avec son sabbat, elle me gênait beaucoup. Donc tu étais un dur par rapport à cet adventisme qui rentrait dans la famille. Voilà. Alors, elle a ouvert sa Bible à Exode 20, puis elle m'a dit, compare ton catéchisme et puis le texte biblique, puisque tu dis que le catéchisme, c'est la même chose que la Bible. Alors là, ça a été un choc pour moi. Et là, donc, tu es devenu un convaincu par rapport à l'adventisme. Mon amour-propre était atteint. J'avais 12 ans. D'accord. Alors, je suis devenu un petit agnostique, quoi. À cause de la conversion de ta maman, tu deviens agnostique. Voilà. C'était pas le bon plan, hein. Si je disais que c'était elle, je m'étais trompé. Et puis, si je disais que c'était les catholiques, j'avais tort. Alors, comment les choses ont évolué à partir de là? Alors, ma maman m'a envoyé dans une colonie de vacances adventiste. Et là, j'ai trouvé des amis. Après, pour les retrouver, je les ai rencontrés à la société de jeunesse de l'église. Bien sûr. Et puis après, des liens se sont créés. J'ai commencé à fréquenter mes amis. Et puis, j'ai grandi. Je fréquentais l'école publique de Königshofen, c'est la banlieue de Strasbourg. Et ma maman m'a proposé d'aller à l'école adventiste. Wow. Alors, qui existait à l'époque à Strasbourg. Qui existait à Strasbourg. Alors là aussi, je suis allé à l'école adventiste. Puis après, j'ai fréquenté la jeunesse de l'école. Et puis, j'ai aussi appris un métier. Mon frère étant électricien, j'ai suivi un peu sa voie. Et j'ai préparé un CAP d'électricien. D'accord. Puis à la fin de mes études, on m'a proposé un concours pour aller à Paris, des études payées pour faire frigoriste. Alors je suis allé à Paris, j'ai fait frigoriste. Électricien, frigoriste. Frigoriste. Difficile à imaginer quand on voit aujourd'hui que vous étiez à l'époque donc électricien et frigoriste. Et comment la décision pour le baptême est arrivée et comment Richard Lehmann est devenu un étudiant de théologie à Collonges? Bon, la décision pour le baptême, elle s'est faite au moment où je devais partir à Paris pour mes études.
Je me suis fait baptiser parce que c'était une aventure, tout seul dans la grande ville à 17 ans. Alors j'ai cherché le secours du Seigneur pour m'engager dans cette aventure. Et puis là-bas, j'aimais beaucoup lire et j'ai lu les histoires de Livingstone, de William Carey, et je me suis dit, moi j'aimerais bien aussi être missionnaire. Donc, à ce moment-là, cette envie d'être missionnaire est née dans votre cœur. Est née dans ma vie. Mais pour être missionnaire, il y a toute une formation. Alors j'ai fini mes études à 18 ans. Je suis rentré à Strasbourg pour travailler dans le but de faire des économies, d'aider mes parents. Et puis, il y avait à l'époque 2 ans de service militaire à faire, encore devant moi. Obligatoire. Obligatoire. Donc, j'ai repoussé ça au calende grec, quoi. Et puis un jour, Michel Grisier, qui était alors pasteur à Strasbourg, m'a invité pour l'aider dans des réparations électriques dans une colonie de vacances. Et en cours de route, on a parlé de mon avenir et de mon désir de servir Dieu. En tant que missionnaire. En tant que missionnaire. Je lui ai dit, mais le problème, c'est l'argent. Alors il m'a dit que lui, il a colporté pendant sa jeunesse en Bretagne, et que là, en vendant des livres, il a pu payer les frais d'études, et que je pourrais faire la même chose, moi aussi. Et alors, le week-end suivant, il y avait une assemblée à Strasbourg, et il m'a présenté au président, il a demandé si je pouvais aussi colporter pour aller à Collonges. Pour aller à Collonges. Alors, C'était qui à l'époque, le président? C'était frère Vinandi. Et il nous a dit... Le père. Il t'a dit... Alors lui, il a été d'accord. Sauf que moi, vendre des livres, j'avais jamais fait ça. Ah, d'accord. J'avais bien vendu le journal jeunesse de porte à porte. Mais colporter, c'est autre chose. Colporter, c'est autre chose. Mais bon, c'était la voie qui s'ouvrait. Je suis un peu aventurier sur les bords. D'accord. Mais alors, ça s'est passé en espace de quelques jours, en fait. Oui, oui. Donc, tu as laissé un métier, tu as décidé de... Mon métier, je l'ai commencé dans une entreprise, un magasin de mobilier, enfin, machines à laver, frigo, cuisinière et autres. Et puis, j'ai découvert l'arrière-fond du métier où on abusait beaucoup plus du client que de le servir. Et je n'étais pas frigoriste. D'accord. Alors, ça ne m'emballait pas trop. Bien sûr. Et puis alors, cette opportunité qui m'était donnée d'aller directement vers la voie que j'envisageais plus tard, je l'ai saisie. D'accord. Alors la maison d'édition m'a envoyé des revues, Vie et Santé et Signes des Temps, périmées bien sûr. Non. Le petit qui commence, il faut qu'il nous débarrasse un peu de tout ça, c'est ça? Alors je m'étais fixé de vendre 70 paquets de 3 chaque jour. Chaque jour? Chaque jour. D'accord. Ça faisait 210 revues que je dois avoir le bras gauche un peu plus long que le bras droit. Et vous partiez avec tous les matins? Je partais tous les matins avec le bus, avec le train. J'allais dans les villages environnants. Et puis j'allais de porte à porte. Voilà, madame, bonjour, je suis étudiant, je vends ces journaux pour payer mes études. C'est 3 pour 1 franc. Comme ça. C'est tout, je n'avais pas d'autres arguments à donner. Et comment ça s'est passé ces 2 mois Ah bien voilà, quasiment toutes les semaines, je recevais des colis de la maison d'édition. J'ai diffusé ça. Et comme il s'agissait de récolter à peu près 1/3 de l'écolage, parce que l'autre tiers était payé par la maison d'édition, et le 3e tiers, je ne sais plus si c'était l'union, la fédération. Donc il y avait un système qui permettait si on couvrait le tiers, les 2 autres tiers, tiers étaient couverts. D'accord. Finalement à Collonges alors? Finalement à Collonges, je veux m'inscrire pour être dans le cours d'évangéliste. À l'époque, ça s'appelait le cours d'évangéliste. Oui, parce que j'avais pas le bac. Ah, d'accord.
Et Monsieur Roger Guenin me reçoit et me dit, jeune homme, vous n'avez pas le niveau pour entrer en théologie, il vous faut faire la classe de seconde. Oh là là. Ça voulait dire une année de plus, parce que c'était 3 ans pour évangéliste, et maintenant je devais faire une 4e année en cours secondaire. Alors je suis allé au cours secondaire, j'étais avec René Augsbourger, que certains connaissent, et la première dissertation que nous avons faite, nous l'avons vécue ensemble dans des conditions très difficiles. D'accord. Le professeur de français a distribué les rédactions à la classe, en commençant par les plus hautes. Et puis ça descendait 10, 8, 6, 4. Et nous, on n'avait toujours pas la nôtre. Alors là, il a dit, Lehmann, Augsbourger, c'est qui? le doigt, oui. D'où vous venez-vous? Alors lui, René, il a dit, moi je viens de Bogenhofen, j'ai fait mes études en allemand. Ah bon? Et vous? Alors j'ai dit, moi j'étais dans un centre d'apprentissage, je viens ici. Ah, bande de porcs, vous écrivez si mal. Je vous donne 1,5 pour l'encre que vous avez mis sur le papier. Oh, c'était dur à l'époque, hein? Ah oui. Ça t'a découragé? Ah ben... Un peu quand même. Un peu, je suis allé dans ma chambre et puis j'ai... comment dire? Ouais, là, j'ai craqué, quoi. Et puis, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je devienne évangéliste, il faudra que tu fasses un gros effort. Alors, tout le reste, c'est les efforts du Seigneur. Qui t'ont aidé à surmonter ça. Ouais. Alors, passons au prochain chapitre. Donc, finalement, après une année, tu peux rentrer dans le cours d'évangéliste. Oui, alors, je rentre au cours d'évangéliste. Enfin, bon, j'avais déjà le plaisir de suivre les cours de Raoul Dedren sur les actes des apôtres. Et puis, il y a frère Friedlin, le président de la division, qui vient à l'école et qui dit que les choses ont changé. Lui, il a été missionnaire au Cameroun. Et les choses ont changé. Maintenant, pour aller en Afrique, il faut au moins avoir le bac. Ah là, la deuxième douche froide alors. Deuxième douche froide. Bon. Alors, je vais voir mon conseiller, c'était Raoul Dedren. Elle m'a dit, oui, rien à faire. Faut y aller. Bon, alors je retournais en classe de première. Wow. J'ai fait ma première K1-KA. Il y avait un examen au mois de février. J'ai pas reçu les points qu'il fallait en bénéfice du bac. Après, j'ai passé le bac au mois de juin. Et là, j'avais passé suffisamment de notes. J'étais seulement valable pour la session de repêchage au mois de septembre. Et puis au mois de septembre, j'avais pas le niveau non plus, mais j'ai été repêché. Waouh. Donc, à la session de repêchage, je l'ai pas réussi, mais j'ai été repêché. Waouh. Et enfin, retour à Collonges? Non. Alors là, je dois partir pour faire mon service militaire. Alors, j'ai fait des travaux à Collonges de peinture, etc. Et puis, je suis parti à Nancy, passer des examens. Et j'ai dû faire un électroencéphalogramme. D'accord. Et alors? Parce que un jour, je m'étais évanoui à la cafétéria. Et lors de la préparation au service militaire, on m'avait dit, est-ce qu'il vous est arrivé de vous évanouir? Alors, j'ai dit oui. Ah, il a pris ça de manière très sérieuse. J'ai donc dû passer cet examen. Alors, vous savez, un électroencéphalogramme, on vous met des bigoudis là sur la tête et tout. Puis j'avais une lampe devant moi et je me suis vu dans la lampe. D'accord. Et j'ai été pris d'une crise de fou rire. À voir ma tête avec les bigoudis. Au moment de l'examen. Au moment de l'examen. Alors la doctoresse, elle me disait, mais arrêtez, ça fait des pâtés sur mon diagramme, j'arrive pas à le lire, etc. Alors après, on a bavardé un peu, et puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Et elle m'a réformé définitif. Waouh. Après le dialogue avec elle. Après le dialogue.
Donc, les 2 années d'obligation d'armée tombent à l'eau. Tombent à l'eau. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'était une bonne nouvelle. J'ai eu de la peine à y croire. Mais voilà, je reviens donc à Collonges au début du mois de novembre et je rentre en terminale. D'accord. On parle de quelle année? Alors, 61. 61. Et alors là, j'étais en retard. Et il a fallu Vraiment travailler. m'accrocher pour pouvoir suivre. J'avais fait la première plutôt scientifique. C'était plus dans mon domaine. Mais là, il n'y avait que la terminale philo. Wow. Alors, je suis entré en philo. Et c'est en cours d'année, j'avais l'habitude de me retirer un peu après le repas entre midi et 2 heures pour lire les écrits d'Ellen White. Et un jour, comme ça, que je lisais les témoignages d'Ellen White dans le volume 2. Témoignage pour l'Église, hein? Témoignage pour l'Église. J'ai trouvé une déclaration où Ellen White disait que les jeunes gens devraient pousser leurs études le plus loin possible pour servir le Seigneur. Alors moi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon, je veux bien le croire, mais la façon dont j'ai raté, où j'ai été repêché au premier bac, et le retard que j'ai pour le deuxième, si c'est pour moi, il faut que j'ai une mention au bac. Wow. Donc j'ai placé l'échelle le Très plus haute. haut, comme ça j'étais tranquille. Malheureusement, j'ai eu une mention au bac. À quelque part, tu as dit, alors, il faut y aller, Maintenant je que m'accroche. j'ai dit ça dans ma prière, Il faut y aller. je suis obligé de le faire. Bon, alors j'ai suivi les traces de mes prédécesseurs, Jean Zurcher qui avait fait sciences morales à Genève, Raoul Dedren qui a fait sciences morales à Genève. Donc je me suis inscrit à Genève en sciences morales. D'accord. Et j'ai commencé ma première année. Et lorsqu'en cours d'année, on m'a dit que le diplôme était supprimé et qu'il fallait terminer dans les temps. Et moi, je ne pouvais pas finir dans les temps parce que je faisais les études aussi à Collonges. Wow. Je faisais la théologie à Collonges et à Genève. Et à Genève. Alors, j'ai cherché une autre voie. Je suis entré en sciences économiques et sociales pour faire une licence en sciences sociales. C'est comme ça que j'ai bifurqué. Donc là, on m'a accordé le bénéfice de la première année de sciences morales, mais je devais passer les examens de sciences sociales. Donc j'ai dû suivre les cours de deuxième année en révisant les notes des copains de première année pour passer à la fin de la deuxième année les examens de la première avec le décalage constant. Et puis à Collonges, j'ai suivi les cours pour continuer à préparer ma licence en théologie. On regarde dans le passé cette période de formation avant de devenir finalement missionnaire. Elle est remplie de difficultés. Quel est aujourd'hui ton regard par rapport à cette période? Est-ce que quelque part ces difficultés t'ont formé pour être missionnaire plus tard? En tout cas, ça m'a endurci devant l'effort et devant l'épreuve, parce qu'il fallait chaque fois surmonter des difficultés qui paraissaient insurmontables au début. On se rappelle ma note de dissertation. C'était difficile. Ensuite, j'étais dans un milieu où les étudiants, je sais pas, on me parlait de Victor Hugo, de Voltaire, moi, je ne savais pas qui c'était. Et puis, tout était nouveau pour moi, tout était étrange, mais je m'y adonnais avec passion. À Genève, les études étaient aussi très intéressantes, mais très, très diversifiées. Et j'ai suivi ce chemin. Mon but, c'était d'être missionnaire en Afrique. Alors, finalement, quand est-ce que tu deviens missionnaire en Afrique? Alors, c'est ce président, Marius Friedlin, qui un jour nous demande,
parce qu'entre-temps, j'ai rencontré ma femme, Mhm. si on voulait bien aller au Cameroun comme missionnaire. D'accord. Et Tania est d'accord aussi d'être missionnaire? Alors, elle, enfant de missionnaire, Ah, bien sûr. elle a accepté l'aventure avec moi pour aller au Cameroun. Moi, je comptais beaucoup sur son expérience parce que je n'en avais aucune. Et au Cameroun, tu devais Alors, au Cameroun, gérer... frère, le président du Cameroun, frère Kozandé, Mhm. en accord avec la division, voulait ouvrir une école qui prépare des pasteurs, mais à partir du niveau de fin de troisième. D'accord. Parce qu'il y avait une école qui préparait à partir du niveau de l'école primaire, Mhm. et là, il voulait monter d'un Le niveau niveau. plus Mhm. élevé. C'est bien que je suis arrivé et j'ai eu 2 étudiants Ah, auxquels j'ai dû donner toute la formation. Pendant 2 ans, j'ai enseigné de A à Z à de deux A à Z étudiants. à 2 étudiants. Wow. Est-ce que c'était ça la vision que tu avais de ton Non, aventure en moi, Afrique? je m'imaginais aller dehors et Prêcher à des prêcher. foules. Si bien qu'un jour, j'ai entraîné tous mes collègues à faire des conférences publiques dans le village à côté. Mhm. On a fait toute une série de conférences pour évangéliser, quoi, Bien sûr. pas rester dans les salles de classe. Et puis, au bout de 2 ans, à ce rythme-là, je me suis dit, ben, comme je n'ai que la licence de Collonges, je vais préparer la maîtrise à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, qui était à 165 km de l'école. Mhm. Mais voilà qu'au bout de 2 ans, on me confie la direction de l'école, Carrément. direction du collège. Alors, j'ai informé la faculté qui m'avait accepté en cours de maîtrise que je ne pourrais pas le suivre. Mhm. Mais ils m'ont dit, ben, ça fait rien, vous ferez une abstentia, on vous donnera des travaux, vous ferez des recherches, des lectures, et on vous examinera Ici. sur les matières. Mhm. C'est bien que j'ai fait la maîtrise en 5 ans, Oui. en faisant les examens au fur et à mesure Yaoundé. que je trouvais du temps dans le cadre de mes activités. Donc, devenu directeur de l'école, étudiant à Yaoundé. Pendant combien de temps tu es resté au Cameroun? Alors, nous sommes restés 7 ans. 7 ans, Cameroun. On devait rester plus longtemps, mais à la 7e année, Tania, mon épouse, a eu une hépatite virale Mhm. très grave qui a D'accord. nécessité d'être rapatriée à la Linière Mhm. dans un état que les médecins du CHUV ont considéré comme désespéré. Waouh. Alors, C'était un moment difficile. je sais plus quel, c'était le professeur qui a dit à ses parents qu'il valait mieux que je rentre avec les enfants. Mhm. Alors, bon, ça a mis fin assez brutalement. C'était au début, à la rentrée scolaire. Tu as dû partir en catastrophe. On est parti en catastrophe pour venir en France. Alors là, bon, bien, par la grâce de Dieu et un miracle, elle a guéri de son mal. Et moi, bien, je n'avais pas d'emploi. Mm. Tous les postes étaient affectés. Alors j'ai demandé à la division si je pouvais terminer ma maîtrise. Mhm. Alors j'ai demandé à Genève. À Genève, ils m'acceptaient pour la maîtrise, faire le mémoire, mais je devais faire le latin, parce qu'ils imposaient le latin. Mm. Alors ça ne m'intéressait pas de commencer à apprendre le latin. J'ai écrit à Strasbourg. Alors voilà, est-ce qu'au vu de mes études, vous me permettez de préparer mon mémoire de maîtrise à Strasbourg? Alors Strasbourg m'ont dit, nous regrettons beaucoup parce que les inscriptions pour la maîtrise sont closes. Mhm. Mais au vu de vos études, nous vous acceptons dans le programme du doctorat. De doctorat. Du doctorat. Donc ils tenaient compte de mes études à Genève, de mes études à Collonges et de mes études à Yaoundé.
Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le 3e cycle pour préparer mon doctorat. C'était pas prévu. Ah, d'accord, le doctorat est tombé comme ça. Voilà. Alors, j'ai terminé d'abord mon mémoire, la première année. Et puis, bon, j'ai soutenu pour avoir le diplôme. À l'époque, c'était une licence qui se donnait en 4 ans. Et puis, j'ai développé après mon travail de mémoire pour la thèse de doctorat. Et je l'ai fini l'année suivante. Ah, une année après? Une année après. Waouh! Et après, avec le doctorat en main? Avec le doctorat en main, eh bien, comme j'avais reçu une aide financière de la Fédération France-Nord, je me suis mis à disposition de la Fédération qui nous a envoyés à Mulhouse, confier l'église de Mulhouse et l'église de Guebwiller. Et pendant que je faisais mes études à Strasbourg, mon épouse a eu un emploi à la Bibliothèque nationale et universitaire. Et là, elle s'est initiée à la bibliothéconomie. Et en la quittant, sa chef lui a dit « Madame Lehmann, vous devriez faire les études de bibliothécaire. » D'accord. Alors, quand nous étions à Mulhouse, eh bien, mon épouse a ressenti, comme moi j'avais ressenti auparavant, la nécessité de poursuivre ses études. Alors il y avait un programme qui était fait pour les employés de bibliothèque qui voulaient se former, se perfectionner, qui se donnait 2 jours par semaine. Donc elle est allée 2 jours par semaine pour suivre ses cours. Donc il y a eu cette période où tu étais pasteur d'église. J'étais pasteur de 2 églises, oui. Et Mulhouse après? et Guebwiller. Et après? Alors, en 3e année de séjour en Alsace, voilà qu'on fait une demande pour que j'aille enseigner à Collonges. Devenir prof à Collonges. Devenir prof à Collonges. Et puis, s'ajoute à cela que les rapports avec Andrews University faisaient qu'ils avaient besoin d'une bibliothécaire diplômée. Ça tombait bien. Alors, ça tombait bien et mal, parce que mon épouse n'envisageait pas d'aller si loin dans les études. Ah, ok. Et comme elle avait réussi les examens préliminaires, alors elle a choisi la section la plus difficile, celle d'une bibliothèque d'institution. Si bien qu'on est arrivés tous les deux à Collonges, moi avec le poste de professeur de Nouveau Testament et Tania de bibliothécaire. D'accord. Et ce sont des longues années qui ont après suivi à Collonges. Après 18 ans de séjour à Collonges. Voilà. Et pendant ces 18 ans, tu étais d'abord prof. J'étais d'abord prof. Ensuite, j'ai été doyen pendant 8 ans. Et puis après, on m'a appelé à la direction de l'école. D'accord. Pendant 5 ans. 5 ans. 18 ans de Collonges. Après toute cette période à Collonges, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, tu es appelé encore à aller vers Paris. Oui, alors, au bout de ces années, je suis allé à l'Assemblée de Vittel pour représenter l'école avec le stand de l'école, comme on le fait habituellement. Et puis, voilà on me convoque, on me demande si j'accepterais le poste de président de la fédération. Alors, je me suis adressé à mon président, puisque en tant que directeur de l'école, je dépendais de la division. Bien sûr. Donc, j'ai demandé au président de la division, j'ai dit, c'est vous mon patron, c'est à vous de décider. Alors, le président a dit, allez-y, c'est bien pour vous. On avait déjà, Frère Loudécher avait déjà entendu cette demande, président précédent, mais il avait refusé, mais moi je vous laisse libre. Bon, alors on a prié tous les deux, on a demandé au Seigneur, puis on a dit, bon, on y va. Si on lui demande, on y va. Donc là, c'est la période parisienne. C'est la période parisienne qui commence.
Si vous voulez, pour avoir partagé les sentiments que j'ai pu ressentir, c'est vous êtes au milieu de l'océan, votre bateau coule et on vous dit nage. Wow. Voilà. Alors, nager vers le nord, vers le sud, où est la rive, quelle direction? Donc, tu arrives dans une situation très compliquée, très difficile. Tout à fait nouvelle. Bon, dès le nord, c'est vrai, mais le nord avait bien changé depuis mon enfance. Et je connaissais pas tous les anciens, les pasteurs, et je connaissais quelques-uns, hein, mais c'était tout à fait nouveau. Alors, la devise du tison, c'est un tison s'efforce toujours de faire de son mieux. Exactement. Alors, et j'ai entendu parler aussi qu'il y a eu l'Union franco-belge aussi, à un moment donné. Oui, alors l'année suivante, il y avait ici une assemblée d'Union. Et il y avait des problèmes parce que l'Union, comment dirais-je, l'administration de l'Union et des fédérations trouvait qu'il y avait trop d'argent qui était investi dans les postes administratifs, qu'il fallait les réduire pour avoir plus de finances pour des pasteurs. Alors, Frère Fricart, qui présidait la commission, a pensé qu'on pourrait suivre le modèle qui était en Suisse, c'est-à-dire qu'un président de fédération soit président d'union à tour de rôle. Entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud. Et puis ça a tombé qu'on a commencé l'expérience avec celui du nord. J'étais moi. Donc c'était déjà pas simple et ça se complique encore. Ça se complique encore. Alors, combien d'années président de fédération et président d'union? Alors, président de fédération, c'était 3 ans, et président d'union, c'était 5 ans. Wow. Donc, 4 ans avec les deux postes. En même temps. En même temps. Et après ces années d'expérience avec double casquette, ils ont arrêté l'expérience d'avoir le même président. Oui. Et je n'ai pu le faire que parce que Tania a bien voulu être ma secrétaire. Ah, parce qu'autrement... Parce que j'allais à Paris pour les responsabilités de fédération. Je ramenais le courrier à Tania qui le tapait pendant que j'étais à l'Union. Alors, c'était un travail d'équipe. Un travail d'équipe entre les deux. Il faut dire que j'ai été le premier président de fédération à avoir un ordinateur. À l'époque, c'était quelque chose. Sur vote du comité d'union. Tu avais bien besoin, non? Ouais. Et après cette période parisienne, donc entre Paris et Damary, il y a un retour à Collonges ou... Non, alors j'ai terminé mes études, mon service en tant que président d'union, et j'ai pris ma retraite. J'étais arrivé à l'âge de la retraite. Et ça n'a pas duré plus de 6 mois que le président de division me demande si j'accepterais d'assurer un intérim. Parce qu'il y avait un changement de direction en cours d'année. Et j'ai accepté. Et l'intérim a duré 4 ans. C'est à cette époque que je t'ai connu ici à Collonges comme président intérimaire. Alors, comme j'ai dit que nous allions connaître Richard, je voudrais juste te demander, Richard, en regardant la vie, le parcours, les difficultés, quels sont les plus grands enseignements que tu as appris et quels seraient les conseils que tu pourrais laisser à ceux qui aspirent au ministère pastoral, aspirent à servir l'Église? Alors, un conseil que j'ai donné déjà à beaucoup, c'est que je ne crois pas que les comités d'union, de division ou autres décident nécessairement par choix du Saint-Esprit. Alors, je dis toujours, la question n'est pas de savoir si la décision qui vous concerne est une décision conduite par le Saint-Esprit. La question est de savoir si là où nous sommes, nous faisons la volonté de Dieu. Wow. C'est pas toujours, je suis pas sûr que ce soit toujours la volonté de Dieu que nous soyons dans la fonction que nous occupons,
Mais le problème pour moi, c'est surtout de savoir si là où je suis, Dieu est avec moi. je fais la volonté de Dieu. Très bien. Après, on s'efforce de remplir la tâche qui nous est confiée. D'ailleurs, ce n'était que défi. Vous parlez de mes publications. Mais mes publications, c'est pas, comment dirais-je, pour l'essentiel, c'est des choses qu'on m'a demandées, c'est pas des choses que j'ai faites par choix comme ça. Si je me suis intéressé à l'eschatologie, c'est parce qu'un jour, j'étais dans le comité de recherche biblique et le secrétaire de la division a organisé une rencontre sur le thème de l'eschatologie ici à Colombes. Alors il a demandé à toute l'équipe, voilà, il faudrait que quelqu'un fasse une étude sur l'Église du reste. Personne n'a répondu. Personne ne se proposait. Alors il s'est tourné vers moi et il m'a dit, frère Lehmann, vous voudriez pas? Encore une fois. Encore une fois, alors j'ai dit, bon, ben, je vais travailler. Et c'est comme ça que l'Apocalypse est rentré. Et précédemment, c'était un jour j'étais à la direction de l'école, je reçois un courrier du professeur Raoul Dedren d'Andrews University, et il me dit, voilà, on va publier un livre sur les croyances adventistes, et on a pensé à toi pour faire l'article sur l'eschatologie, le retour de Jésus. Alors voilà le plan, est-ce que tu veux bien faire le travail? Bon, alors, on y va. On y va, je fais le travail. Un jour, bon, la bibliothèque a voulu s'informatiser. Alors, nous avons voulu chercher l'expérience quelque part. On a trouvé qu'il y a un cours qui était donné à Maretsou, en Belgique, par les moines, sur la gestion informatique d'une bibliothèque. Alors, mon épouse et moi, on a écrit, on était prêts à y aller, mais ils ont dit c'est le samedi. Alors, on a dit on ne peut pas venir le samedi, c'est pas possible. Alors venez quand vous voulez. Alors on est allé, puis arrivé là-bas, on a créé un lien avec le moine responsable du service, et puis il nous a fait visiter un lieu, il nous a dit voilà, on est en train de publier un dictionnaire encyclopédique de la Bible, et il nous reste quelques articles. Est-ce que vous voudriez pas écrire ces articles-là? Bon, alors il y avait une liste, c'était un peu long. Alors, je me suis dit, tiens, je vais demander à Jean-Claude Verricas s'il ne pourrait pas en prendre quelques-uns. Et voilà, c'est comme ça que... Et puis en cours de route, il m'a dit, on va aussi publier un dictionnaire sur les églises chrétiennes. Et le premier volume, ça commence par A. Adventiste. Alors, est-ce que vous accepteriez d'écrire un volume sur les adventistes? Et c'est comme ça. Alors j'ai dit, bon, je veux bien m'y essayer. Voilà, me donner le travail à faire. Et là. Alors, Richard, l'homme, en tout cas, en t'écoutant, je peux dire que tu nous inspires parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un défi, tu n'as pas baissé la tête, à commencer par ce 0,5 en rédaction, jusqu'au doctorat, à écrire autant de choses par rapport à l'eschatologie et l'Apocalypse. Merci beaucoup de cette vie qui nous inspire, de ce parcours qui a été très riche, qui a été une bénédiction pour l'Église adventiste ici en Europe, notamment pour la francophonie. Donc que Dieu puisse continuer à faire en sorte que ta main, ton cerveau puisse servir l'Église. Merci beaucoup. Merci aussi à Tania. Je vois que dans l'histoire de ta vie, Tania était tout le temps là pour te soutenir, pour t'accompagner. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc que Dieu puisse continuer à bénir le couple, la famille. Je sais que tu as des arrière-petits-enfants déjà. Oui. Donc, tu as affaire à un arrière-grand-père, là. Désolé, je tutoie parce que c'était le but de l'interview, mais j'ai beaucoup de respect pour vous, pour votre histoire, votre travail. Merci beaucoup. Donc, vous étiez sur Adventist Magazine TV. Merci. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une interview ou pour un autre contenu sur notre chaîne. Merci.